Vendredi dernier, aux frontières de l'Iran, le Pakistan a annoncé une guerre ouverte contre l'Afghanistan, bombardé Kaboul, marquant une escalade sans précédent depuis le retour des talibans au pouvoir. Islamabad accuse Kaboul d'abriter les combattants du TTP, les talibans pakistanais responsables d'attentats meurtriers sur son sol. Après l'échec de plusieurs trêves, le risque d'un affrontement durable grandit avec en toile de fond terrorisme transfrontalier, rivalité régionale et fragilité d'un équilibre déjà précaire en Asie du Sud. À quelle intensité de conflit faut-il s'attendre? Bonjour Gilles Bocra. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'Asie du Sud. Alors, pour nous qui sommes néophytes, c'est quelque chose d'assez étonnant, cet affrontement, mais en réalité, historiquement, c'est quelque chose de bien connu. Comment qualifier donc l'histoire des relations entre l'Afghanistan et le Pakistan? Oui, effectivement, un petit rappel historique s'impose pour bien comprendre que les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan ont rarement été harmonieuses depuis même la création du Pakistan en août 1947. Le Oui, parce pro- qu'il faut même rappeler effectivement cette création du Pakistan. Voilà, absolument. Et l'Afghanistan, à l'époque, avait traîné des pieds pour reconnaître l'admission du Pakistan aux Nations Unies. Parce qu'il y a un différent majeur, c'est cette fameuse ligne du rang tracé en 1893 entre un administrateur colonial, Mortimer Durand, et l'émir afghan à l'époque, qui en fait divise l'espace Pashtun en deux, qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il y a plus de Pashtun au Pakistan qu'en Afghanistan, alors que les dirigeants afghans, historiquement, ont toujours été des Pashtuns. Donc, ça partait mal, si on veut. Et d'ailleurs, au début des années 60, en 61 exactement, les deux parties se sont affrontées sur des terrains où aujourd'hui s'affrontent encore. Si on passe directement aux années 90, c'est l'arrivée des talibans au pouvoir à Kaboul, qui était à l'époque soutenu par le Pakistan, pour la bonne raison qu'on espérait que l'identité religieuse de ces étudiants en religion précéderait leur identité Mais ethno-nationaliste. c'est justement ça, Gilles Bocra, où je voulais vous entraîner, parce que donc on comprend la naissance du Pakistan en se disant c'est une Inde musulmane. Mais comment les frontières ont-ils été tracées entre l'Inde, le Pakistan et l'Afghanistan? Ah bah, entre l'Inde et le Pakistan, c'est la fameuse ligne tracée par Radcliffe. Là, on passe donc à la définition de la frontière entre cette fameuse ligne du Rhin, donc entre le Pakistan et l'Afghanistan, qui est source de conflit parce qu'encore une fois, on parle des talibans aujourd'hui, on parle des talibans afghans et talibans pakistanais, mais c'est d'abord des Pashtuns, qui ont une même communauté ethnique. Et c'est donc aujourd'hui la grille ethnique qui explique ce conflit plus qu'une autre grille? En partie, en fait. Ce qui s'est passé, si on passe directement à la situation post-2001, les talibans afghans chassés d'Afghanistan se replient sur les zones frontalières pakistano-afghanes. Le Pakistan est sommé, de Musharraf à l'époque, est sommé d'entrer en guerre et dans la lutte contre le terrorisme et combattre ces talibans réfugiés sur leurs frontières occidentales, pardon. Et c'est ce qui va donner naissance, en fait, au mouvement des talibans pakistanais en 2007. Il faut savoir qu'à l'époque aussi, il y a des bombardements de drones opérés par les Américains qui sont assez impopulaires dans cette zone frontalière. Mais en même temps, on a les talibans afghans réfugiés sur le sol pakistanais, notamment la fameuse Shura de Quetta, Assemblée de Quetta. Voilà, c'est justement aussi là quelque chose qu'on a du mal à comprendre parce qu'on se dit qu'il y avait des talibans du côté pakistanais qui avaient été accueillis. On a même, mais alors là, c'est peut-être quelque chose que vous démentirez, Gilles Bocra, on a même évoqué que le Pakistan avait soutenu certains mouvements talibans ou certains mouvements djihadistes et qu'il y avait là aussi une forme de duplicité du Pakistan. Oui, effectivement, les Américains ont souvent reproché aux Pakistanais de ne pas faire le travail qu'on leur demandait de faire. C'est vrai Mais ou c'est pas vrai pour vous? c'est vrai, il y a eu un double jeu, c'est évident. Eh beh, mais pourquoi ce double jeu? Bah, écoutez, il y avait les good talibans, les bons talibans, c'était les talibans afghans.
en espérant qu'un jour... D'ailleurs, les Pakistanais ont toujours défendu que les talibans afghans devaient faire partie d'une solution politique en Afghanistan, dès les années 2000, après post-2001. Mais il y avait les bad talibans. Bad talibans, c'est les mauvais talibans, c'est ceux qui avaient un agenda intérieur de lutte contre l'État pakistanais, et notamment contre les forces de sécurité pakistanaises. Juste un exemple, c'est ceux qui sont allés jusqu'à la vallée de Swat, euh, et ils ont imposé leur charia, et c'est notamment l'affaire de Malala Yousafzai, cette jeune écolière qui a survécu à une attaque des talibans et qui est devenue lauréate du Nobel de la paix en 2014. Donc si on passe maintenant à la situation post-2021, celle qui amène les talibans au pouvoir à Kaboul, c'est plutôt bien accueilli au Pakistan au départ. Imran Khan, qui était le Premier ministre pakistanais à l'époque, avait dit « Les Afghans se sont enfin libérés des chaînes de l'esclavage ». Les Pakistanais espéraient que dans le cadre de l'accord de Doha passé entre les Américains et les Pakistanais, et les Afghans, pardon, qui prévoyait que les talibans afghans n'autoriseraient pas des groupes djihadistes à opérer à partir du sol afghan, on s'est dit, côté pakistanais, c'est tout de gagner, surtout qu'en arrière-fond, il y a toujours l'idée qu'on ne veut pas avoir à Kaboul, pour les Pakistanais, un gouvernement trop sensible aux intérêts indiens. C'est toujours important de garder ça en ligne de mire. 2022, il y a même un accord entre le Pakistan et l'Afghanistan qui prévoirait le désarmement des talibans pakistanais réfugiés sur le sol afghan. Certains le feront, d'autres resteront en Afghanistan pour combattre les forces de sécurité pakistanaises, d'où les attentats qu'on suivi. Et alors, aujourd'hui, quelle est la situation entre l'Afghanistan et le Pakistan? Est-ce que l'on peut imaginer une désescalade durable? Alors, face à l'augmentation des attentats terroristes depuis 2022, en l'automne 2025, il y a eu des premiers pourparlers suite à les premières attaques aériennes pakistanaises sur Kaboul. C'est notamment le chef des talibans qui était visé, Noor Wali Messoud. Ça a conduit à un cessez-le-feu sous l'égide du Qatar et de la Turquie, qui manifestement n'a pas duré très longtemps, vu que récemment, suite à de nouvelles attaques venues d'Afghanistan commises par les talibans pakistanais, Islamabad s'est lancé de nouvelles offensives contre ces groupes djihadistes opérant sur sa frontière. On va écouter le porte-parole de l'armée afghane, Wahidullah, et on l'écoute expliquer l'avenir des combats. Jusqu'à présent, les Moudjahidines ont pris le contrôle de 8 postes avancés du côté pakistanais. Les combats se poursuivent et ils continueront tant que nous n'aurons pas reçu d'instructions contraires de la part de nos dirigeants. Un commentaire, Gilles Bocra. Oui, c'est vrai que le ministre de la Défense pakistanais a promis une guerre ouverte contre l'Afghanistan. La demande des Pakistanais, elle est simple, c'est que ces talibans pakistanais qui sont sur le sol afghan soient désarmés, en échange de quoi ils pourraient éventuellement rentrer librement sur le sol pakistanais. Mais le problème du TTP, donc ce Tehrik Taliban Pakistan, le mouvement des talibans pakistanais, n'est pas le seul problème si on veut avoir une vue plus large. Il y a eu un rapport récemment des Nations Unies montrant qu'au-delà des TTP, il y a d'autres groupes djihadistes qui opèrent sur le sol afghan. Il y a l'État islamique, évidemment, au Khorasan. Il y a le Al-Qaïda au sous-continent indien. Et puis aussi le mouvement islamiste du Turkestan oriental. Donc c'est un problème plus vaste qu'un problème simplement afghano-pakistanais. Mais alors là, je vais vous poser une question naïve, Gilles Bocra, mais on sait que l'Afghanistan est dans une situation épouvantable sur le plan économique, humanitaire, enfin bref, à tous les niveaux. Comment imaginer que de surcroît, ce pays s'offre le luxe, je mets le terme entre parenthèses ou entre guillemets plutôt, d'une guerre? Il ne faut pas oublier que l'Afghanistan a supporté l'expulsion de près de 2 millions
d'Afghans qui étaient réfugiés depuis nombre d'années sur le sol pakistanais. Donc socialement, c'est une autre question très dure à gérer. Les Afghans, justement, c'est un peu l'idée que les Pakistanais. Faut savoir, c'est un conflit d'hubris. Les Pakistanais qui ont propagé. D'hubris pour un pays, là je parle de l'Afghanistan, qui est déjà exsangue. Oui, mais dans l'idée des Afghans, ils ont tout de même évincé les Américains du sol afghan. Et les Pakistanais, ils sont toujours Et les dans Russes. l'idée propagée par les Pakistanais qu'il y a juste un an, en fait, en mai 2005, ils ont repoussé victorieusement l'agression indienne. Donc des deux côtés, on est convaincu qu'on peut avoir le dernier mot et qu'on peut repousser l'assaut de l'adversaire. Qu'est-ce que l'on peut imaginer en conclusion, Gilles Bocra? En conclusion, on peut imaginer que apparemment Erdogan ce matin a proposé à nouveau de faire une médiation entre les deux parties. Encore une fois, les Pakistanais, cette fois-ci, semblent vouloir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce que les Afghans mettent un terme aux agissements des talibans pakistanais sur leur territoire. Encore une fois, il y a aussi côté afghan, il y a l'idée du Pakhtunwali, c'est le code d'honneur Pashtun, qui fait qu'on ne va pas lutter contre des gens qui ont été leurs frères d'armes, en fait, pendant 20 ans. Merci beaucoup, Gilles Bocra. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste de l'Asie du Sud.